Mesdames les ministres, je vous remercie pour votre propos liminaire. Et si vous me le permettez, je souhaiterais revenir sur les enquêtes de commandement et épidémiologiques du Charles de Gaulle. Avec quelques particularités qui sont les miennes, j'ai dans ma circonscription une des composantes du groupe aéronaval qui est basée sur la base aéronavale de Lenbiway. Et donc, nous avons eu, avec de la joie, à retrouver nos marins. Moi-même, je suis un ancien marin, un infirmier de la marine, un ancien infirmier de la marine nationale. Donc, ce que vous avez pu décrire, Madame la ministre, m'a profondément touché. Je revoyais bien un petit peu tous les mécanismes qui ont pu se mettre en place. Et puis, d'autre part, je suis un ancien maire d'une commune voisine d'un cluster, d'un des premiers clusters qui a eu lieu en Bretagne, mais dans le Morbihan, comme vous le précisiez. Donc, j'ai pu vraiment sentir en ma responsabilité qu'est-ce que ça pouvait être que d'être au début de cette crise. Et c'est vrai que la perception que l'on peut en avoir maintenant est totalement différente que ce qu'elle a pu être au moment du début de ces premiers clusters. Et j'imagine très bien au moment même où le Charles de Gaulle arrivait dans le Finistère, qui n'était pas du tout atteint par l'épidémie à ce moment-là, eh bien, ce que ça pouvait être. C'est toujours facile de refaire l'histoire après, mais ça, je souhaite tout de même contribuer à cette réflexion parce que voilà, les choses se sont faites de façon expansionnelle et vraiment surprenante. Alors, ceci étant dit, votre description était très intéressante. Vous avez revenu sur la promiscuité entre les marins, à un moment les mesures prises qui étaient aussi très intéressantes, avec le déplacement à un moment des gens contaminés. Mais ce qui m'étonne, ou ce qui me questionne plus que m'étonner, c'est la vitesse à laquelle ce virus a pu se propager au sein du Charles de Gaulle. C'est vraiment cette vitesse. Est-ce que l'enquête épidémiologique a pu nous aider parce que je pense que c'est important de revenir, d'avoir un retour d'expérience, et je vais en finir là, Madame la Présidente, parce que je sens que je suis un peu long, mais c'est important de revenir sur ce retour d'expérience. Est-ce que l'on peut changer des règles, peut-être des règles d'hygiène dans les procédures de vie, des règles de vie à bord du bateau, et est-ce que finalement ce retour d'expérience va nous faire changer aussi la conception de nos bateaux? Voilà, excusez-moi d'avoir été peut-être un peu long. En tout cas, merci. Alors, concernant la question du député Jacques, qui concerne au fond notre étonnement collectif face à la vitesse avec laquelle ce virus a pu se propager. Bon. Alors, je crois pouvoir dire que l'étonnement collectif dépasse ceux qui s'intéressent strictement au porte-avions Charles de Gaulle. D'une façon générale, nous apprenons vite sur ce virus, mais il ne laisse pas de nous surprendre. Alors évidemment, quand on conjugue un virus aussi peu connu, aussi évolutif, comme je l'ai dit, et un contexte tel que celui d'un porte-avions, dont je rappelle que c'est un navire de guerre, qu'ils sont regroupés près de 1800 marins, que ceux-ci sont hébergés dans ce qu'on appelle les postes d'équipage ou les dortoirs, comme vous préférez, qui comportent 10 lits, voire jusqu'à 40, ce qui nous rappelle que c'est un navire de conception relativement ancienne par rapport à d'autres bâtiments de la Marine nationale pour lesquels désormais les règles d'hébergement en chambrée sont beaucoup plus limitées, de l'ordre de 4 ou 6. Bref, tout ça prouve que c'est un navire dans lequel l'espace est un luxe et la promiscuité la règle. Il y a ces échappées, comme les marins les qualifient, c'est-à-dire ces escaliers très raides, très étroits, qui sont des liens entre les ponts, qui nécessitent que on s'agrippe aux rampes.
Chaque jour, c'est des centaines et des centaines de passages qui entraînent des contacts indirects entre les marins, par les rampes, par les poignées. Il y a ces coursives qui sont des couloirs de circulation qui sont dimensionnés pour les seuls besoins fonctionnels et n'ont pas du tout été pensés pour permettre la distanciation physique qui est requise désormais. Donc on voit bien qu'un bâtiment de guerre, ça n'est pas un paquebot et que donc il faut garder cela à l'esprit pour comprendre l'ampleur de la contagion, malgré le fait que, comme je l'ai rappelé, des mesures de protection strictes aient été prises et dont il a été reconnu qu'elles avaient été efficaces pour ralentir l'épidémie. Et parmi les mesures que je n'ai pas détaillées, il y a par exemple le fait que une procédure de nettoyage extrêmement régulière de ces équipements, rampes et poignées a été mise en place. Ces nettoyages avaient lieu plusieurs fois par jour. Force est de constater que dans un bâtiment de ce type, il peut y avoir sans doute des zones dans lesquelles le nettoyage aurait dû être approfondi et renouvelé de façon encore plus régulière. Toujours est-il que je crois que ce qui importe maintenant, c'est deux choses. La première, et permettez-moi d'y revenir, c'est que l'équipage soit souple. La deuxième, c'est que nous tirions toutes les leçons des observations et des recommandations que ces enquêtes ont tirées après les analyses qui ont été conduites. Je voudrais dire également que pour la suite, comme je vous l'ai indiqué dans mon propos introductif, nous allons disposer de quelque chose qui n'existait pas en nombre au moment où le porte-avions a fait escale, ce sont les tests PCR. Et je redis devant la Commission que ces tests PCR vont être utilisés désormais très largement. Et je redis que même si ils ne sont pas parfaits, puisque nous avons des personnes, enfin pas spécialement au ministère des Armées, il est apparu que des personnes testées négatives aient pu finalement développer le virus. Donc nous savons que ça n'est pas fiable à 100%, mais ceci doit nous aider considérablement dans l'identification des personnes qui sont susceptibles de porter le virus. Sans garantie, mais c'est quand même un outil extrêmement précieux dont que nous allons utiliser largement pour la suite. Donc, je crois que au-delà de la bonne compréhension de ce qui s'est passé sur le porte-avions Charles de Gaulle, sur le renforcement d'un certain nombre de mesures barrières, de renforcement de certaines mesures d'hygiène, si je puis dire, à bord, il y a devant nous le fait de pouvoir désormais avoir à bord des capacités de test sur place. Et je dis cela, ça peut paraître, relever de l'évidence. Mais ça ne relève pas tout à fait de l'évidence. Nous ne sommes pas à terre. Pour pouvoir faire des tests à bord, il faut avoir des machines qui sont capables d'absorber en quelque sorte les mouvements du navire pour ne pas déformer le résultat des tests. Tout ceci est en cours. Nous allons disposer des outils dont nous aurons besoin pour pouvoir procéder dans les règles de l'art à ces tests à bord. Je cite le navire Charles de Gaulle, mais bien évidemment, tout ce que nous apprenons à travers cette enquête qui concerne le Charles de Gaulle est utile pour l'ensemble des bâtiments de la Marine nationale. Et c'est pour ça que j'ai proposé de partager cela avec mes collègues européens qui n'ont pas tous des porte-avions, mais qui ont tous des bâtiments dans leur marine respective. Et puis, bien évidemment, tout ce qui peut être décliné et déployé dans les autres unités du ministère des Armées, je pense aux unités de l'armée de l'air et de l'armée de terre, devra l'être. C'est tout l'intérêt
des travaux qui ont été conduits. Encore une fois, ces travaux nous permettent d'apprendre sur le virus lui-même. C'est l'objet de l'enquête épidémiologique et c'est pour cela qu'il est indispensable de partager largement et de faire bénéficier l'ensemble de la communauté scientifique des résultats de cette enquête. Et puis par ailleurs, tout ce que nous avons appris à travers l'enquête de commandement qui va nous permettre, je l'espère, de pouvoir prévenir toute résurgence d'une pareille épidémie virale à bord de